Alors bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour reprendre après une longue interruption le problème des limites de la connaissance. Alors on était parvenu après en fait un long examen des prétentions de la métaphysique et après avoir bien expliqué les limites que Kant oppose à la métaphysique, on était donc parvenu au grand 3, à l'orée du grand 3, le problème du statut des vérités scientifiques. C'est-à-dire que si vous voulez, on a reconnu que la métaphysique n'aboutirait jamais, que les efforts de la métaphysique pour établir des vérités par-delà les limites de l'expérience, ces efforts resteraient vains à jamais, et que on n'établirait jamais des vérités métaphysiques, c'est-à-dire des vérités absolues. Donc, la question devient à ce moment-là, attendez, voilà. La question devient à ce moment-là, qu'en est-il des vérités scientifiques? Est-ce que la science, autrement dit, peut prendre la succession de la métaphysique, c'est-à-dire établir des vérités métaphysiques, des vérités qui, en tant que scientifiques, deviendraient par là même absolues, quoi. Comme si donc, en fait, on avait, si vous voulez, vous vous souvenez du schéma conscient qu'on avait examiné ensemble, c'est-à-dire les conceptions humaines passent toutes par trois époques, une époque théologique, une époque métaphysique et une époque scientifique, étant entendu que l'époque scientifique serait le terme, l'aboutissement quoi des conceptions humaines. Donc dans cette optique en fait établie par un scientifique, par un savant, Auguste Comte était un grand savant en son temps. Dans cette perspective, est-ce que l'on doit considérer qu'en fait, ce que la métaphysique a échoué à faire, la science va s'en charger. La science va prendre le relais et établir donc des vérités absolues en lieu et place de la métaphysique. Voilà, c'est ça la question qu'on va poser dans le grand 3. Alors, ce n'est pas du tout ce que veut dire Auguste Comte, en passant. C'est-à-dire que justement, le changement des époques correspond aussi à un changement d'ambition, en fait, pour les connaissances humaines, pour les conceptions humaines. Et justement, Auguste Comte dit que le passage de la métaphysique à la science, c'est le passage en fait de l'absolu au relatif. Alors, est-ce que l'on doit entendre par là que en fait, si vous voulez, l'humanité, l'intelligence humaine, en abandonnant la métaphysique, ferait son deuil, en fait, accepterait de faire son deuil d'une vérité absolue? Bon, jusqu'ici c'est assez exact, je pense, mais que du coup on entrerait dans le règne des vérités relatives, ce qui serait très embêtant puisque vous voyez ça reviendrait en quelque sorte à faire retour tout à fait au point de départ des conceptions humaines. Enfin, je veux dire par là que quand même finalement la science c'est quand même quelque chose que la philosophie, plus de façon plus générale, c'est quelque chose qui a été inventé pour faire pièce aux prétentions, à la vision sophistique du monde, à la vision des sophistes qui revenait à dire finalement tout est relatif. Donc, est-ce qu'on serait pas abouti en fait à un retour complet au point de départ, quoi, hein, la métaphysique renonce à ses prétentions et la science nous ramène à des vérités qui seraient purement relatives. Alors, je précise tout de suite que ce n'est pas cela que veut dire Auguste Comte, hein, quand Auguste Comte dit que c'est la science, c'est le passage au relatif et l'abandon, le deuil de l'absolu. C'est pas dans un sens relativiste qu'il le dit, hein, c'est dans le sens où la science explique les choses non pas par des causes absolues, mais en fait par des relations. Hein, donc c'est extrêmement différent, c'est-à-dire qu'en fait la science établit des raisons, établit des relations, des rapports entre des phénomènes, hein, et non pas et n'explique pas les choses par des causes absolues. Bon voilà, c'est dans ce sens-là qu'il le dit. Alors bon, en tout cas, pour aller dans le sens de cette hypothèse un petit peu légèrement relativiste, on va voir dans un premier temps, dans le petit 1, si les vérités de la science peuvent être définitives. Voilà, c'est la question majeure, me semble-t-il, qui s'impose ici. Hein. Les vérités de la science peuvent-elles être définitives? C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, on s'est habitué à considérer que les vérités de la science changeaient en permanence. Et d'ailleurs, oui, effectivement, c'est sûr que c'est une différence très nette par rapport aux prétentions de la métaphysique, hein, qui prétend vraiment établir des vérités éternelles, quoi, des vérités absolues qu'on ne discutera plus.
Bon, et la science moderne nous a totalement déshabitués à cela, à ce régime de vérité. Alors généralement, on allègue ici la figure de Karl Raimund Popper pour alimenter, pour illustrer cette idée, pour étayer cette idée. Alors Karl Raimund Popper, c'est un grand philosophe des sciences du XXe siècle. Il est autrichien de naissance et comme de nombreux Autrichiens, il a cherché à fuir l'Europe à un moment donné, vous voyez bien. Et donc il a continué et fini sa carrière aux États-Unis, en Grande-Bretagne puis aux États-Unis, je crois. Alors pourquoi parler de lui aujourd'hui? Parce que si vous voulez, il est le père d'une conception de la vérité scientifique qui est extrêmement parlante aujourd'hui et qui répond à beaucoup d'interrogations sur la durée et même la péremption des vérités scientifiques. Alors pourquoi? Parce que voilà ce qu'il affirme, c'est que les vérités scientifiques ne peuvent pas être définitives. En cela, donc, il est tout à fait en raccord avec ce qu'on disait à l'instant, à la différence des vérités métaphysiques, les vérités scientifiques, les prétendues vérités métaphysiques, des prétentions de la métaphysique. Les vérités scientifiques, pour leur part, ne promettent pas être éternelles, ne prétendent pas plutôt être éternelles. Et elles acceptent parfaitement de pouvoir être un jour réfutées. C'est-à-dire que la différence, si vous voulez, c'est la différence entre vérification et falsification. En fait, la vérification, ce serait l'idée que l'on pourrait établir des tests ou des procédures, disons, plus généralement, qui pourraient établir la vérité définitive d'une théorie. Vérifier, en fait, ça veut dire rendre vrai. C'est un terme qu'il faut comprendre par analogie avec le terme de justification dans son contexte théologique. La justification, c'est ce qui fait que l'on peut être rendu juste. C'est le sens si vous voulez théologique ou chrétien de ce terme. La vérification, c'est le fait qu'une théorie puisse être rendue vraie. C'est-à-dire, c'est pas simplement on vérifie que c'est bon. Non, c'est carrément, imagine en fait un test qui serait comme quasiment un rituel ou une cérémonie qui procurerait la qualité éternelle de la vérité, si vous voulez, à une théorie, à un concept, à un modèle. Bon. Et en fait, Popper dit qu'il y a une telle chose n'existe pas, et que justement, finalement, le propre de la science, c'est de rester ouverte à des expériences qui sont capables, en fait, finalement, de toujours apporter plutôt la réfutation plutôt que la vérification. Donc, en fait, ce que l'expérience peut faire, c'est falsifier. Falsifier, c'est rendre faux, révéler. Falsifier, attention, ça veut pas dire falsifier des papiers, c'est-à-dire faire semblant. Non, falsifier, c'est établir qu'une théorie est fausse. C'est ça que ça veut dire. Rendre faux, de même que vérification, c'est rendre vrai. Voilà. Et donc, l'expérience peut faire, c'est montrer la fausseté d'une théorie, mais en fait, l'expérience ne pourra jamais montrer la vérité définitive d'une théorie. Et en cela, Popper avance un critère qui est très intéressant, ce critère de la réfutabilité, parfois il dit aussi la falsifiabilité, moins facile à prononcer, et il établit ce critère par rapport à ce qu'il appelle les fausses sciences. Alors, je m'explique. La falsifiabilité ou la réfutabilité, c'est le fait qu'une théorie puisse être rendue fausse ou qu'elle puisse être réfutée. Et ce qui distingue une théorie vraiment scientifique d'une théorie non scientifique, c'est que la théorie non scientifique n'envisage jamais des tests capables ou des procédures capables de lui donner tort, capables de la réfuter. Et au contraire, en fait, l'intérêt de la science, l'humilité de la science, ce qui en fait sa grandeur, c'est que la science est capable d'envisager sa propre fausseté, d'envisager des tests qui lui donneraient tort. En fait, voilà, c'est ça qui fait qu'une science est une science, c'est que une science, c'est pas simplement un discours qui prétend être vrai, qui se démontre, qui propose, en fait, voilà, diverses preuves, démonstrations de sa vérité, mais c'est surtout un discours qui accepte d'être soumis à la critique. En fait, alors c'est en cela qu'il y a un petit peu une continuité kantienne avec Popper, avec la théorie de Popper, l'épistémologie de Popper.
Donc une science en fait accepte le défi d'être, enfin une science accepte ses propres limites, elle accepte d'envisager donc de pouvoir être réfutée. Bon, alors la différence avec les fausses sciences, Popper établit ce critère notamment dans le cadre d'un débat avec ce qu'il appelle les fausses sciences, hein, que sont à ses yeux par exemple la psychanalyse ou encore le marxisme. C'est-à-dire que la psychanalyse par exemple aux yeux de Popper n'est pas une science malgré les prétentions de Freud. Hein. Freud tenait vraiment beaucoup, au contraire, au caractère scientifique, et d'après lui purement scientifique de la psychanalyse. Hein. Et en fait, Popper dit non, la psychanalyse n'est pas une science parce que si vous avez des objections contre la psychanalyse, immédiatement on vous répondra. Souvenez-vous, on a fait un texte sur ce sujet. On vous répondra que si vous avez des réticences face à la psychanalyse, ce sont en fait des résistances qui prouvent hein, justement la justesse de la psychanalyse. C'était toute l'habileté du dispositif freudien, hein, que d'interpréter toute forme d'opposition à sa théorie comme une preuve de la pertinence de cette théorie. Hein. Si vous avez des réserves contre la psychanalyse, c'est parce qu'au fond elle vous dérange, parce qu'au fond elle dit des choses qui sont trop vraies. C'est comme les résistances que manifeste le patient face aux interrogations de l'analyste. Voilà. Alors le marxisme développe un peu les mêmes stratégies un peu d'auto-immunisation hein, contre toute forme de critique, en expliquant que si vous avez des réserves contre la théorie marxiste de l'histoire, contre la lecture marxiste de l'histoire, c'est que au fond, voilà, vous avez en fait des intérêts qui vous opposent. C'est-à-dire en fait, vous êtes bourgeois, quoi. Vous avez des intérêts bourgeois, vous avez des intérêts capitalistes qui en fait vous empêchent de penser la justesse du matérialisme historique, c'est-à-dire la théorie de l'histoire, si vous voulez, développée par Marx. Donc ce sont en fait de fausses sciences. Hein. Le christianisme également rentrerait dans ce cadre. Le marxisme, la psychanalyse, tout ça, ce sont de fausses sciences. Hein. C'est-à-dire que en fait, ce sont des discours qui prétendent être vrais, mais qui refusent en fait absolument d'être discutés, quoi, de pouvoir envisager leur propre insuffisance. Bon, et donc il développe au contraire l'idée, si vous voulez, que un discours vraiment scientifique est capable d'envisager des tests cruciaux, c'est-à-dire en fait, des expériences, des épreuves qui peut-être pourraient leur donner tort. Et donc, plus une théorie envisage de tests cruciaux, plus elle a de chances d'être scientifique. Et on peut même ainsi classer différentes théories en fonction de leur capacité à envisager leur propre mise à l'épreuve, si vous voulez. Et donc, plus, comme je vous disais, plus une théorie envisage de tests possibles de la remettre en cause, hein, de la falsifier, de la réfuter, et plus elle sera scientifique. Hein. C'est ce qu'on appelle l'indice de scientificité d'une théorie. Bon, alors c'est extrêmement troublant puisque finalement ce que veut dire Popper, c'est que la vérité scientifique est une vérité en sursis. Il n'y a pas de vérité scientifique définitive. Hein. Une théorie scientifique est vraie jusqu'à ce qu'on montre le contraire, jusqu'à ce qu'on montre qu'elle soit fausse. Hein. Comme s'il y avait là, dans le meilleur des cas, si on voulait éviter de tomber dans ce qui ressemble à une forme de relativisme, comme s'il y avait là en fait une forme d'évolutionnisme, hein, c'est-à-dire que vous voyez, de même que dans le schéma darwinien de l'évolution, vous avez différentes espèces qui sont en concurrence, et puis voilà, certaines sont capables d'aller plus loin que les autres, tandis que les autres sont anéantis en fait par la concurrence ou par la pression du milieu. Et bien de la même façon, les théories scientifiques ne seraient pas plus éternelles que les espèces, hein, et elles auraient une espérance de vie limitée en fait par la pression du milieu. Hein, et la théorie finalement la meilleure, c'est celle qui résisterait le plus longtemps, tout en sachant qu'aucune théorie n'est éternelle. Bon, voilà. Alors c'est très embarrassant, et c'est vrai que la science contemporaine, la science moderne, on va dire de façon générale, a un peu tiré un trait sur ce qui pouvait être rassurant dans la science classique, hein, c'est-à-dire l'idée d'une vérité définitive, d'une vérité, voilà, une fois pour toutes, ce serait bon. Souvenez-vous, quand même, je crois que j'ai souvent pris cet exemple, que lorsque Newton a établi en 1687 la théorie de l'attraction universelle, on a immédiatement
enfin, dans les années qui ont suivi la réception de Newton, considéré, et puis ça a été très durable, que Newton avait trouvé la vérité absolue dans les sciences, hein, et que jamais on ne parviendrait à remettre en question, enfin même à aller plus loin, hein, que la théorie newtonienne, parce que la théorie newtonienne, en fait, avec ceci de formidable, qu'elle réunissait finalement tout ce qu'on connaissait de vrai dans les sciences, et qu'elle montrer l'unité de toutes les vérités scientifiques que l'on connaissait jusqu'alors, hein. Et jusqu'au 19e siècle, quand même, hein, effectivement, on n'est pas allé plus loin que Newton. Je veux dire, on a complété la théorie newtonienne, on a apporté des compléments, des régionaux, si vous voulez, à des problèmes que Newton n'avait pas posés, n'avait pas traités, mais qui s'inscrivaient à l'intérieur de son principe de l'attraction universelle, hein. Et donc, voilà, on a quand même vécu pendant, peut-être 150 ans, hein, dans l'idée que voilà, on avait trouvé la clé de voûte, quoi. Newton avait trouvé le dernier mot de la physique. Bon. Et ça, c'est quelque chose finalement que la science moderne a complètement fait voler en éclats, hein, cette idée qu'on pourrait comme ça trouver voilà la clé de voûte de la vision de l'univers, quoi, hein, et qu'il faut s'habituer à ce que voilà, finalement les théories scientifiques se renouvellent aussi rapidement que les versions de Windows, hein, c'est-à-dire que bon, voilà, en fait temporairement on met à jour les connaissances comme vous mettez à jour votre système d'exploitation. Et autrement dit, finalement, il n'y a plus de vérité scientifique véritablement définitive, donc peut-être plus même de notion de vérité, comme si donc la notion de vérité avait complètement éclaté avec les sciences, et qu'on devait se contenter simplement d'un succédané, je veux dire d'un ersatz, si vous voulez, d'une imitation, hein, de vérité dans les sciences. Bon. Alors, je m'arrête là pour la première partie. J'enchaîne avec une deuxième vidéo immédiatement où on va discuter cette opinion.